comment anticiper les trajectoires et métiers de demain. On va donc évoquer les compétences et la mobilité interne avec donc cette prochaine conférence qui est animée par NeoBrain avec Pierre-Louis Quentin, COO chez NeoBrain, et Marie de Certaine-Villemout qui est directrice des ressources humaines de Canal+ Tech pour le groupe Canal+. Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Pierre-Louis Quentin, donc le COO de NeoBrain. Je suis pas là pour vous embêter sur NeoBrain. Donc, en un mot, on est une suite de talent management basée sur les compétences, donc qui intègre profondément les compétences dans toutes les processus RH, donc l'entretien annuel, les plans de succession, les people review, etc. Et donc, on est basé en France et à l'international, et on est ravis aujourd'hui d'échanger autour de ce sujet compétences, donc avec Marie, que je laisserai se présenter par la suite. Donc Marie de Certaine, qui est la DRH Tech, donc monde pour Canal+. Donc, vous le savez, les équipes tech sont particulièrement impactées par la transformation des compétences, l'évolution des compétences. Et donc Canal+ aussi s'est beaucoup transformé, et Marie reviendra dessus. Elle est passée d'un acteur français à un acteur mondial qui se développe plus seulement sur la télévision, mais dans le divertissement et les médias. Et donc cette transformation, cette évolution, elle s'inscrit dans une transformation profonde du secteur des médias, de ses usages et des technologies qu'on a. Et donc Marie reviendra là-dessus. Pour vous, il y a un enseignement. Les médias, c'est pas le secteur qui se transforme uniquement. Donc vous êtes tous impactés par ces transformations de plus en plus rapides, les mutations, les technologies, les usages qui évoluent. Et donc on va revenir aussi un petit peu là-dessus. Marie, peut-être je te laisse prendre la main et peut-être nous parler un petit peu de toi et aussi du contexte de Canal+ ces dernières années. Bien sûr, merci Pierre-Louis. Enchantée, donc Marie de Certaine, moi je suis la directrice des ressources humaines pour toute l'entité tech et les équipes tech du groupe Canal dans le monde. Le groupe Canal est un groupe qui a connu deux grandes transformations ces 10 dernières années et qui nous amène aujourd'hui à aborder le sujet des compétences avec un œil totalement nouveau. On a eu une première transformation dans les années 2015-2020 qui était vraiment une transformation de notre secteur des médias avec l'apparition et l'explosion du streaming. 2015, c'est clairement l'arrivée de Netflix en France, donc pour Canal+, un gros changement pour nous. Et ça a été en fait des années de changement dans le modèle des médias. On est passé, nous tous en fait consommateurs, d'une habitude de consommation dite linéaire, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de regarder un programme parce qu'il passait à 20h50 sur telle chaîne, à aujourd'hui une consommation des contenus partout, que ce soit sur une tablette, un smartphone, une télé connectée, et à peu près n'importe quand dans la journée, pas forcément en fonction d'un programme télé. Donc ça a été une transformation pour nous assez longue, mais qui nous a permis pour les équipes tech de vraiment être au cœur du réacteur du business model du groupe Canal+ aujourd'hui, puisque c'est vraiment l'enjeu de savoir amener le contenu chez l'abonné. Au courant de ces transformations, on en a eu une deuxième qui nous a bien occupés, surtout au cours de l'année 2025. C'est une transformation organisationnelle pour le groupe Canal. D'abord parce qu'on est devenu un groupe qui est coté à la Bourse de Londres. Et surtout, depuis le mois de septembre, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle MultiChoice, qui est le leader de la télé en Afrique. Et MultiChoice, ça représente un peu le double de la taille de Canal+ auparavant. Donc depuis le mois de septembre, on est passé d'une entreprise franco-française qui avait une présence internationale à un groupe qui a une présence dans 70 pays, 17 000 collaborateurs et essentiellement maintenant une majorité de collaborateurs qui est anglophone. Et donc c'est au cours de cette année 2025 qu'on a vraiment dû réinventer notre modèle et réinventer nos process RH pour être capable de gérer cette maison qu'est le groupe Canal aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu un petit impact aussi pour toi dans tes équipes parce que on est passé de 850 à 6000 personnes, je crois. C'est ça. De 800, on va dire, à fin août 2025 à 6000 personnes au 1er septembre. Donc, c'est un impact qui est assez important en termes de gestion RH et c'est vraiment ce moment qui nous a amené à se dire on peut plus travailler comme avant.
On peut plus avoir le même regard sur nos organisations qu'avant. Et on a besoin aussi de comprendre cette nouvelle entité, ces nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe Canal+, et comment, en fait, aborder le sujet pour réussir à comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, et que nos équipes puissent travailler les unes avec les autres. Et justement, ça va être l'occasion de revenir là-dessus. Avant d'aborder la compétence, quelles ont été les limites aujourd'hui pour toi justement dans cet environnement multiculturel, cette augmentation flagrante du nombre de collaborateurs? Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement sur les repères un peu traditionnels que peuvent être le poste, l'emploi, les organigrammes? Voilà, est-ce qu'il y a eu un déclic Il y a eu vraiment un déclic au moment où justement on a travaillé sur l'arrivée et le faire vivre ensemble ces équipes anglophones avec nos équipes francophones. Au moment où on ouvre les portes et qu'on regarde l'organisation, nous on avait vraiment besoin que de notre côté tech, pour que les équipes se connectent, on puisse identifier qui sont les interlocuteurs de nos métiers de l'autre côté, pour être capable de gérer le quotidien, pour être capable de gérer les incidents à l'antenne. Il faut tout de suite être capable de dire, de l'autre côté, je sais qui est appelé en cas de problème. Et quand on a regardé ça, on s'est rendu compte que, avec le prisme des organigrammes et des intitulés de poste, on fonctionnait pas du tout de la même façon. Et que du coup, si on partait sur l'idée d'essayer de mettre en miroir nos organisations à travers les intitulés de poste et les organigrammes, on n'allait pas vraiment identifier qui fait quoi dans les équipes et où sont les expertises dont on a besoin. Donc il nous a fallu descendre à un maillon un peu plus faible de l'analyse, un peu plus fin plutôt, qui a été celui des compétences, pour vraiment être en capacité de se dire où sont les expertises, où sont les savoir-faire, chez nous, chez eux, et pour pouvoir identifier vraiment le pool de ressources que l'on a aujourd'hui à disposition. Et quand on en parlait aussi en préparant cette conférence, tu me disais qu'il y avait aussi des spécificités géographiques qu'il faut à la fois conserver et ou créer du lien entre les différents pôles. Enfin, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Alors bien sûr, on a intégré, aujourd'hui on est présent dans 70 pays, donc ça veut dire autant de cultures qui n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement. Donc pour faire cet exercice, déjà on est parti sur une autre logique nous-mêmes en tant que RH en France, de se dire on peut plus fonctionner par silo géographique, mais on fonctionne par filière métier. Donc moi aujourd'hui mon rôle c'est de gérer la filière métier tech, peu importe le pays dans lequel sont les équipes tech. On est parti de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire nos propres équipes basées en France. Donc on a fait cette analyse à notre niveau et ensuite avec nos homologues RH en pays, on allait leur présenter la démarche de chercher à connaître les compétences dans nos équipes. Et c'est là où on se rend compte que d'un pays à l'autre, il est normal qu'il y ait des métiers qui existent sur une géographie et pas une autre. Par exemple, en Afrique, il y a encore certains pays qui sont peu électrifiés, vraiment au sens avoir l'électricité dans chaque logement. Donc il y a des métiers qui existent là-bas, qui sont très liés au monde des télécoms, que nous, on n'a plus en France ou qu'on n'a pas dans notre filiale en Pologne, par exemple. Et il ne faut pas chercher à gommer ces spécificités. Il faut les intégrer dans ce mapping de compétences. Elles font partie de notre pool de ressources aujourd'hui. Pareil, au niveau de certaines compréhensions culturelles, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est, par exemple, un manager. Où on s'est rendu compte que avec MultiChoice en Afrique du Sud, un même intitulé de poste, pour nous, pouvait être un directeur ou un N-1 d'un directeur, et pour eux, c'était un N-4. On n'avait pas du tout la même notion pour un même intitulé de poste. Et donc, ces différences-là, pour réussir à faire notre mapping, il faut les intégrer, il ne faut pas les gommer, parce que si on essaie justement d'avoir quelque chose qui soit trop uniforme, les équipes adhèrent pas. Et donc aujourd'hui, cette gestion, enfin autour des compétences plutôt que par le poste, qu'est-ce que ça vous apporte chez Canal+, et notamment dans la filière tech où aujourd'hui, je pense qu'il y a, on est tous concernés par ça, mais une accélération aussi du digital, des technologies et donc des compétences qui peuvent devenir obsolètes plus rapidement. Donc, est-ce que ça vous aide vous aussi dans la transformation de votre organisation à accélérer cette transformation et le faire de manière continue? Oui, bien sûr. Alors déjà,
Ce qui est important, c'est que les compétences, au final, c'est pas avoir une vision statique de son organisation, c'est avoir une vision dynamique. Parce que les compétences, elles vivent. Si on s'arrête à avoir la photographie à l'instant T de tous les intitulés de poste qu'on a dans ces équipes, au fait, au fur et à mesure, un collaborateur, c'est pas parce que ça fait 5 ans qu'il a le même intitulé de poste que ça fait 5 ans qu'il a exactement les mêmes compétences et qu'il n'en a pas acquis des nouvelles. Nous, aujourd'hui, le prisme que l'on a pris, c'est que cette approche des compétences, c'est pas une approche RH. C'est une approche business et une approche qui est projet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce pool de compétences, il nous sert à avoir une meilleure vision de toutes les expertises qu'on a pour un besoin qu'a notre business tech de pouvoir staffer des projets. Surtout dans la tech où régulièrement on a des compétences qui sont rares, donc on peut avoir des goulots d'étranglement pour mener à bien certains projets par rapport à une compétence où au final on a peut-être 2 personnes dans l'entreprise qui la maîtrisent. Donc cette vision dynamique des compétences, elle nous permet justement d'ouvrir le champ des possibles, de se dire on sort de notre silo géographique. Cette expertise, cette compétence, oui, on l'a en France, mais elle est aussi présente dans d'autres géographies. Donc, pour un besoin de staffing projet, je ne m'arrête pas simplement à mes équipes en France. Je vais aller constituer des équipes projet cross-géographie. Mais ça nous permet aussi de se dire, au fur et à mesure des projets, on va être capable de mapper les nouvelles compétences que les collaborateurs vont acquérir. Et donc, d'avoir une vision qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus réaliste au final du savoir-faire dans nos équipes. Je pense que tu as dit un mot-clé dans lesquels les DRH aussi se reconnaîtront autour de la table, c'est l'approche compétence, elle ne doit pas être un projet RH, mais avoir une croissance et venir d'un impact business ou d'enjeu business. Et c'est comme ça qu'on peut avoir peut-être une compréhension de ce sujet dans les entreprises. Et justement, pour parler un peu des collaborateurs, des managers en interne, comment vous les faites adhérer sur cette approche compétence? Voilà, quels sont les leviers que vous utilisez derrière pour que ce soit pas perçu comme RH, mais apportant quelque chose pour le business? Alors pour embarquer le business sur ce projet-là, ça a été vraiment assez simple parce que notre objectif, c'est de leur fournir justement une vision d'un pool de ressources dont ils vont pouvoir se servir au quotidien pour staffer leur projet. Donc là, on leur a en fait ouvert les portes du camion en leur disant, vous êtes plus limité à vos équipes en France, mais en fait, il y a des expertises de partout. Donc l'adhésion, elle est quasi immédiate de la part du business. De la part des collaborateurs, c'est pareil dans le sens où ça leur donne aussi l'opportunité de voir que dans d'autres géographies, il y a d'autres équipes qui travaillent sur tel ou tel sujet ou tel techno. Potentiellement, pour eux, en fait, c'est quelque chose qui les intéresse pour leur carrière. C'est quelque chose qui les intéresse pour imaginer une mobilité interne, une expatriation. Et donc, eux aussi, finalement, sont très adhérents à cette démarche parce qu'on leur ouvre à eux aussi le champ des possibles d'avoir cette vision globale des compétences, des équipes, des expertises dans une dynamique vraiment de... ils ont la transparence de voir ce qui est fait dans les équipes et d'imaginer leur propre trajectoire de carrière sans avoir forcément à passer à travers un process RH. Ils ont accès à l'information. Merci. Et du coup, justement, cette approche par les compétences, est-ce qu'elle permet elle vous a permis de révéler d'autres opportunités en interne, de créer des nouveaux projets un peu concrets ou des synergies possibles? Comment ça s'est déroulé et quelle rigidité ça a pu enlever aussi? Alors là-dessus, on est encore dans la construction de la roadmap justement puisque le mois de septembre, c'est pas si loin que ça, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place avec cette vision-là et notamment nous en tant que RH, on se voit avoir dans notre roadmap de plugger un certain nombre de process vraiment au niveau global, donc au niveau de toutes nos géographies. On va pouvoir aborder différemment la question de quels sont nos plans de succession. Pour des métiers où les expertises sont parfois rares, on était assez limité dans notre approche à imaginer qu'il y avait uniquement notre silo géographique France. Là, on va pouvoir se dire non, dans nos plans de succession, on peut aller taper un petit peu partout dans les géographies pour les imaginer. Pareil, on va pouvoir mettre en place des comités vraiment mobilité globaux
Alors qu'aujourd'hui, au final, on tournait un petit peu sur simplement nos équipes en France ou quelques-unes à côté pour proposer des mobilités. Donc, c'est tous les process RH qui vont avec, qu'on va pouvoir aller plugger sur cette vision des compétences de façon aussi dynamique. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir une approche qui soit la plus macro possible de ce sujet-là, pour éviter justement qu'on soit rigide dans notre travail de RH et pas que ce soit chaque géographie qui travaille ce sujet-là dans son coin, mais vraiment de le travailler tous ensemble. Sinon là, effectivement, on resterait sur quelque chose qui tourne en rond. Et peut-être aussi revenir un peu sur un élément un peu spécifique propre à votre organisation en ce moment. Donc, il y a eu une grosse opération d'acquisition et donc un doublement des effectifs. J'imagine qu'on peut avoir des doublons. Est-ce que ça vous aide à réallouer aussi, à faciliter justement ces mobilités en interne, à se concentrer un peu plus sur les talents et le développement des talents en interne et finalement recycler les compétences peut-être en doublon ou autre sur des nouveaux métiers où vous avez des besoins? Ça nous aide, c'est sûr. Après, cette vision-là, on est encore en train de vouloir la construire. Mais très clairement, nous, ça nous ouvre le champ des possibles en termes de rétention de nos collaborateurs, de pouvoir imaginer, de leur proposer des parcours de carrière qui soient avec beaucoup plus d'international que ça ne l'était auparavant. Ça nous met aussi en lumière des sujets qui sont pas faciles à adresser, mais quand on a des expertises qui sont rares, sont souvent en fait les mêmes qui sont toujours demandées sur les projets, qui sont toujours sur le pont à travailler comme des acharnés sur tous les projets, et de voir que effectivement, oui, il y a des goulots d'étranglement sur certaines expertises. Pour nous, côté RH, c'est un warning de se dire, en fait, ce goulot d'étranglement, il est vraiment important, il est vraiment général. Et donc là-dessus, on sait qu'on va pas pouvoir craquer le sujet grâce à de la mobilité interne et internationale. Et donc, il faut qu'on ait des plans d'action. Mais oui, dans un premier temps, pour nous, l'intérêt, et surtout quand on est RH, c'est d'offrir à nos collaborateurs un champ des possibles qui va être nouveau, plus important. Et une fois qu'on aura adressé la question de travailler ça avec nos collaborateurs, on se reposera la question d'avoir une activité vis-à-vis de candidats externes plus importante. Mais clairement, c'est une vision qui est très interne. Et peut-être, donc, il nous reste deux petites minutes avant les questions. Est-ce que tu as un message à adresser aux différents DRH dans la salle et aux dirigeants finalement sur comment on commence sur cette approche compétence? Est-ce que c'est du tout ou rien ou justement on est plutôt sur différents cycles de maturité et comment on commence de manière concrète? Alors, pour commencer de matière concrète, en fait, on travaille à décortiquer chaque métier et essayer de mettre derrière les mots. En fait, c'est quoi les savoir-faire qui sont attendus sur ce métier-là. Nous, on l'a travaillé en faisant des ateliers avec autour de la table, pas seulement les RH, mais aussi des managers et des collaborateurs, pour vraiment être sûr qu'on soit bien aligné sur ce qu'on attendait. Après, mon tips là-dessus, ce serait de se dire que c'est pas un exercice qui doit être un exercice one shot. Les compétences, elles sont dynamiques. Donc cette approche de mapper les compétences, il faut aussi qu'elles soient dynamiques. Ça demande un gros travail d'un point de vue RH parce qu'on est un peu là pour animer ce cycle de vie. Mais on s'appuie aussi sur les managers et les collaborateurs. C'est-à-dire que on s'imagine pas avoir cette approche-là pour se dire, OK, on fait l'exercice une fois dans l'année, la revue des compétences, c'est bon, rendez-vous l'année prochaine. Sinon, ça devient vite obsolète et au final, on n'est pas non plus réaliste sur comment nos équipes évoluent en fonction des projets. C'est plutôt un sujet qu'on va adresser de façon plus ritualisée. Alors ça va dépendre de la maturité des équipes, mais il y en a certaines, ça va être peut-être après chaque projet, se dire, OK, quelles sont les nouvelles compétences qui ont été acquises avec tel et tel projet, ou bien de mettre en place des rituels qui vont être 2-3 fois dans l'année. Merci beaucoup Marie. Donc peut-être pour résumer sur un peu 3 enseignements et facteurs clés de succès que tu nous as partagés, je comprends qu'il y a un sujet vraiment d'avoir un projet business et un sponsorship business, que c'est une démarche qui est pas qui est
un modèle de maturité et qu'on mature le projet compétences au fur et à mesure. Et peut-être enfin l'impact aussi que peut avoir les compétences sur les différents processus et justement d'avoir dans sa roadmap la capacité à intégrer cette notion avec d'autres processus comme la mobilité, la formation, les plans de succession. C'est là aussi qu'on l'active vraiment la compétence. Merci à tous les deux. Il nous reste 5 minutes pour une session de questions-réponses. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. Il y a un micro qui va arriver. Bonjour et merci pour vos interventions. Ma question porte sur la formation au développement durable. J'aimerais savoir comment vous expliquez que autant d'entreprises soit à peine mises en place, soit pas du tout, en tout cas pas dans les métiers, alors que c'est quand même une urgence. Est-ce que vous avez une explication à ce sujet-là ou des suggestions ? Sur la formation au développement durable, je pense que beaucoup d'entreprises se saisissent du sujet et des modules sont mis en place pour les collaborateurs. Nous, c'est le cas, en tout cas chez Canal. Alors oui, c'est peut-être un sujet qui est récent. Oui, peut-être qu'on est en retard par rapport à ça. Maintenant, c'est une sensibilisation que je pense on a tous en tête et c'était pas forcément le cas il y a encore quelques années de ça. Et donc c'est important et c'est comme ça qu'on voit les choses. Nous, on impulse des modules de formation à l'ensemble de notre population sur ces sujets-là. Ce sont des modules qu'on rend parfois obligatoires aussi pour les collaborateurs. Et c'est en leur poussant du contenu aussi que les gens vont en demander de plus en plus en fait. Bonjour et merci pour cet exposé. Qu'est-ce que vous pensez que peut avoir la gestion des compétences sur le design organisationnel ? Alors, je pense que la vision compétence, elle nous permet d'avoir une vision organisationnelle. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, un peu façon poupée russe. On est vraiment la compétence, on a éclaté les poupées russes des métiers, des organigrammes. Et ensuite, bien sûr, on est obligé d'essayer de faire des recoupements. Mais pour moi, c'est la base et ces compétences, c'est quelque chose qui va être un peu comme un langage universel. C'est comme ça qu'on le vit chez Canal avec d'autres cultures et d'autres pays. Aujourd'hui, c'est devenu ça. C'est devenu un peu notre langage universel pour parler de ce que font les équipes. Monsieur. Bonjour, merci, c'était très clair. J'ai une petite question sur justement les compétences. Est-ce que vous avez pénétré, j'allais dire, la définition des compétences pour mesurer ce qui pourrait être remplacé directement par l'IA à l'intérieur des postes mêmes, des postes clés? C'est un sujet qu'on adresse et qui est en cours. Après, c'est un chantier qui est assez vaste et pour ça, on le mène pas seulement sur mon périmètre tech, hein, mais vraiment au niveau groupe, parce qu'on a besoin effectivement d'avoir de la matière, y compris externe, sur l'anticipation de l'IA sur nos métiers. C'est un chantier qui est vaste, on l'a pas terminé, on continuera, je pense, pendant encore très très longtemps. Mais ça vient aussi par un besoin d'acculturation des RH sur cette thématique-là. Et je rebondis aussi là-dessus. Nous, chez Neobrain, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir justement pour comprendre l'impact de l'IA sur leur métier et donc sur les compétences au final. Et donc effectivement, on a construit aujourd'hui une méthodologie qui nous permet. C'est compliqué aujourd'hui, on a vraiment une anxiété sur tous les métiers vont disparaître, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des métiers vont pas être concernés par une disparition totale, mais plutôt par soit une transformation, soit une augmentation du métier. Et donc, c'est là que c'est important de revenir à une maille qui est un peu plus fine, la tâche, et donc les compétences mobilisées dans cette tâche pour comprendre quel est l'impact de l'IA sur ces tâches et comprendre si le métier va être plus ou moins automatisé en fonction du nombre de tâches qui sont impactées. Et donc ça, c'est des études qu'on fait régulièrement pour des DRH et des organisations pour mesurer cet impact de l'IA. Dernière question. Bonjour, d'abord merci de vous prêter à l'exercice. Et donc moi je suis ancien DRH et aujourd'hui je travaille dans le management de transition. Et je voulais savoir, vous parlez pas beaucoup dans votre exposé des compétences externes.
Or, dans votre métier, c'est sûr que vous êtes obligé d'y faire appel. Donc, comment est-ce que vous les intégrez dans vos systèmes? Moi, j'ai pu remarquer en tant que DRH qu'on le faisait pas beaucoup en France. C'était pas vraiment quelque chose qu'on faisait. Aux États-Unis, j'ai remarqué qu'on le faisait énormément. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que vous le faites? Et comment vous le faites? Alors, c'est un sujet qu'aujourd'hui on n'a pas fait, mais que l'on va faire. Effectivement, surtout dans le monde de la tech, on a beaucoup de compétences qui sont externes. C'est déjà un travail de longue haleine d'être capable de savoir ce qu'on a en interne, parce que c'est un peu notre ADN, notre base. Maintenant, clairement, c'est dans notre roadmap de démultiplier le modèle sur nos externes. Ouais. Eh bien, merci. Merci à tous d'avoir participé donc à cette conférence. Merci à tous les deux.